Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire de ce journal, nous irons découvrir avec notre partenaire 8 Mont-Blanc le tout premier chantier de construction d'habitat collectif des Pays de Savoie, utilisant un nouveau matériau, le béton bois. Car le béton est un émetteur de gaz à effet de serre conséquent. Le béton issu du bois pourrait donc être l'avenir du BTP. Pour prolonger un peu les fêtes de fin d'année, Via ATV nous fera également découvrir le Martiniquais Boris Blanc, qui a remporté récemment la 8e édition du concours The Bartenders Society. Il a emporté le titre du meilleur mixologue du monde face à 20 candidats de 16 pays différents. Nous le rencontrerons dans ce journal. À Grenoble, l'association Néméton s'est lancée dans un projet un peu fou, faire pousser du mobilier. Cette expérience a été lancée il y a 4 ans selon les principes du Gradual Tree Shaping, un façonnage progressif des arbres suivi par Télé Grenoble. Enfin, à 7 mois du lancement des Jeux Olympiques, Via Occitanie nous permettra de partager l'aventure extraordinaire de 2 frères, Félix et Alexis. Les frères Lebrun, c'est leur nom, âgés de 17 et 20 ans, sont pongistes à Montpellier et portent de sérieuses ambitions de médaille olympique. Mais pour commencer ce journal, laissez-moi, avec toute l'équipe du Grand JT des Territoires, vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année, durant laquelle nous continuerons à partager avec vous l'actualité de nos territoires. Du sirop de fleurs d'Atumo, du jus de citron clarifié et une infusion d'eau pétillante de jasmin pour accompagner un rhum biologique des Antilles. C'est une partie de la recette qui a permis à Boris Blanc de remporter le titre du meilleur barman du monde. Cette victoire est une fierté pour lui, bien sûr, et permet de valoriser les produits et savoir-faire martiniquais à l'international. Diana François Eudoxie pour Via ATV a pu goûter ses créations exceptionnelles, parfois alcoolisés. Le Creole Garden, le Mada Fusion, des cocktails locaux reconnus à l'international grâce au barman Boris Blanc. Le jeune homme de 33 ans a remporté l'édition 2023 du concours The Bartenders Society. Il est fier d'avoir ramené la coupe à la maison. On commence à réaliser, mais c'est surtout une fierté pour moi. Bien sûr, d'abord pour l'ego, mais surtout pour petit clin d'œil pour la famille, petit clin d'œil pour ceux qui sont partis avant nous, et puis aussi pour mettre en avant ce pays qui est notre Martinique. Une créolité mise en avant avec des saveurs tropicales comme l'atumo, le jasmin, le gingembre et l'eau de coco. Des créations gustatives qui se sont démarquées face à 20 candidats de 16 pays différents. Parmi les pays, il y avait quand même l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la Taïwan. Il y avait un jeune confrère, et je le salue, qui vient de Côte d'Ivoire. C'était sa première participation, et le pays aussi. Une première participation victorieuse qui permet de mettre en lumière les produits et le savoir-faire martiniquais. Que ça soit nos sirops, que ça soit nos rhums, que ça soit culinairement aussi, parce qu'il a fait déguster aussi quelque chose de chez nous. Donc bon, ça a plu au public, mais c'est vrai que ça a permis de mettre en avant pour tous les autres concurrents qui ont goûté son cocktail et qui lui ont posé beaucoup de questions. Ça donne un certain attrait de se dire bon, je vais aller en Martinique pour aller découvrir tous ces produits-là. Si Boris Blanc est maintenant un barman reconnu à l'échelle internationale, il compte bien rester exercer sa profession dans son pays. Avec sa société caribéenne Bartenders, il proposera ses cocktails dans 3 restaurants de Martinique. Voilà, la seule production de ciment, ingrédient clé du béton, génère 7% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et de nombreuses solutions alternatives sont étudiées, et notamment celle du béton bois depuis quelques mois. D'ailleurs, un bailleur social de Haute-Savoie a lancé le tout premier chantier de construction d'habitat collectif utilisant ce nouveau matériau plus écologique, permettant de réduire l'impact carbone des chantiers. Pour 8 Mont-Blanc, Kezia Poudou s'est rendue à Amancy pour suivre ses travaux. Regardez. Ici vont être construits 2 bâtiments de 3 niveaux avec respectivement 11 et 12 logements. Si à première vue ce chantier situé à Amancy est similaire à beaucoup d'autres, il a en fait une particularité. Ce sont les premiers habitats collectifs en béton-bois en Pays de Savoie. Composé à 80% de bois, puis d'eau et de ciment pour les 20% restants, c'est un produit atypique.
Ce système constructif élimine donc le gravier, le sable et l'armature à béton qui est nécessaire à réaliser du béton armé qu'on voit couramment sur nos chantiers. Donc là, la particularité, c'est une matière première biosourcée. Donc naturellement, on va trier et cibler des arbres en forêt, des arbres de trituration. Les arbres de trituration, c'est des arbres qui ont des légers défauts, des nœuds, qui ne vont pas être mis en place pour des bois nobles de construction. Ce nouveau procédé, lancé en Savoie depuis 2021, souhaite à terme produire entre 250 et 300 000 m² par an. Haute-Savoie Habitat, à l'initiative de ces nouveaux logements, a vu en ce produit une opportunité pour réduire son empreinte carbone. C'est un puits de carbone, donc il capte du carbone. Et donc ça nous permet, nous, donneurs d'ordre, de limiter un peu notre impact carbone sur nos constructions. Et ce carbone, quand on l'emprisonne dans nos constructions, on considère qu'on a un bilan négatif en carbone. Et donc 1 mètre carré de béton de bois, on arrive à capter 40 kg de CO2. Préfabriqués en atelier puis livrés directement sur le chantier, les murs périphériques en béton bois s'assemblent un peu comme des Lego. En termes de productivité, c'est vrai qu'on gagne du temps. On gagne du temps par rapport à un mur béton banché classique. Après, on a des grosses similitudes avec ce qui se fait en termes de préfabrication de béton, type pré-mur ou mur préfa. L'avantage qu'on a par contre pour nous en tant que maçon, c'est le chevillage à l'intérieur qui se fait à l'aide de tire-fond bois et qui est quand même beaucoup plus facile d'assembler, c'est plus de l'assemblage mécanique. Le chantier de ces 23 logements comprenant des T2, T3 et des T4 devrait s'achever début 2025. À Troyes pour le chocolatier C'est Moi. Les fêtes de Noël appartiennent déjà au passé, bien sûr. En fait, depuis le mois d'octobre, l'usine agroalimentaire a renforcé ses équipes pour préparer les chocolats de Pâques. 7 jours sur 7, les salariés permanents et saisonniers transforment et emballent œufs, poules, lapins et dinosaures. Regardez ce reportage de notre partenaire Canal 32 sur place. Pour les fêtes de Pâques, le site troyen de C'est Moi transforme et emballe entre 40 et 50 tonnes de chocolat par jour. C'est Moi en France, c'est effectivement 7 sites de production. Le site de Troyes est le plus gros site saisonnier, le site saisonnier qui fait avant tout les productions de Noël et de Pâques. Le site troyen est spécialisé dans les formes en creux. Quel que soit le modèle, les effluves de chocolat emplissent les ateliers de production. Alors ça sent bon le chocolat, et le chocolat il n'est pas produit sur le site de Troyes, il est produit dans une des usines du groupe, à partir de fèves issues principalement de Côte d'Ivoire. Ce chocolat il nous est livré en citerne, en liquide, en citerne chauffée, et nous transformons ce chocolat liquide. Pour les confiseries fourrées, le praliné est fabriqué sur place. La production des chocolats de Pâques, cruciale pour ce site, débute dès octobre et se poursuit en fonction des commandes jusqu'au début de l'année suivante. Le site C'est Moi se porte bien. Nous allons produire environ 6 000 tonnes de chocolat sur la saison de Pâques. C'est un peu plus que l'année dernière, avec des volumes qui partent à l'étranger, aux États-Unis ou en Asie, même si la production reste principalement à destination de la France, voire de l'Europe. Avant leur expédition, ces chocolats sont entreposés plusieurs mois dans un bâtiment dédié. On a un entrepôt sur l'usine de Troyes qui peut stocker environ 18 000 palettes, température contrôlée, entre 15 et 16 degrés. Chaleur pour la préparation des chocolats, puis fraîcheur pour leur stockage. L'entreprise a investi pour réduire ses factures énergétiques. Il y a quelques années, nous avions une facture d'électricité qui avoisinait le million d'euros. Et pour éviter qu'elle atteigne environ 3 millions d'euros cette année, nous avons mené plusieurs démarches de réduction, à la fois sur l'éclairage, sur les process, sur les bonnes pratiques et sur la consommation d'énergie liée aux groupes de froid qui produisent l'air rafraîchi dont nous avons besoin pour stocker le chocolat. Pour la production des chocolats de Pâques, C'est Moi recrute entre 150 et 200 saisonniers. Chaque année, une partie de ces surprises gourmandes seront offertes à des associations locales, comme les Restos du Cœur. Je vous propose maintenant de confirmer le vieux proverbe « La valeur n'attend pas le nombre des années ». 30 ans après avoir abandonné ses études de médecine pour des raisons financières, Bernard Pinault a repris son parcours universitaire et vient d'obtenir son diplôme. Maël Delmure l'a rencontré à Brest pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. T'es même pas mort, t'es venu à la thèse. Voici les premiers mots de Bernard Pinault à sa mère, qui a dû attendre 67 ans pour voir son fils devenir médecin généraliste. Ce jeudi, le jeune nouveau médecin passait sa soutenance à l'université de médecine de Brest avant d'être diplômé. J'ai une partie âge normal, études jusqu'en 6e année, un petit arrêt de 30 ans, et puis ensuite reprise par
Parce qu'entre-temps, ils avaient inventé le scanner, ils ont inventé l'IRM, ils ont inventé l'échographie, ils ont inventé des nouvelles thérapeutiques. Après une rapide délibération, le jury a décerné la mention la plus élevée possible à Bernard Pinault. Le médecin souhaite maintenant exercer à temps partiel sur l'île de Sein en remplaçant 1 mois sur 2 la doctoresse sur place. J'adore les îles, j'aime faire du bateau. Et donc j'ai fait un stage à Sein. La population m'aimait bien. J'aime bien l'exercice comme ça. C'est une médecine sur un tout petit territoire, mais donc c'est là, on a du temps pour l'exercer. On n'est pas pris par le temps. Une consultation peut durer 5 minutes ou une demi-heure. Il n'y a personne qui va rouspéter. Une bonne nouvelle pour l'île de Sein, dont le maire attend déjà avec impatience son nouveau médecin généraliste. Une île sans médecin ou infirmière, c'est une catastrophe. Donc on est très content si une solution est trouvée en remplacement du docteur Mastias, dont on regrettera le départ. Mais pour le moment, l'île de Sein va devoir tout de même attendre début novembre pour voir débarquer sur ses terres le nouveau médecin. Sans transition aucune, je vous propose, avec notre partenaire VO News, de découvrir ce concept original lancé à Saint-Ouen-l'Aumône, venir entretenir sa voiture ou sa moto pour le plaisir. Les passionnés de mécanique peuvent utiliser les 1300 mètres carrés d'atelier, tout équipé comme une salle de sport, par abonnement. Cette enseigne unique en France a déjà fait plus de 200 adeptes dans le Val d'Oise. Regardez. Être abonné à un club de mécanique comme à une salle de sport, c'est le concept unique en France du Méca Club. Avec ses 15 box tout équipés, installés dans un atelier géant de 1300 mètres carrés, les passionnés de mécanique peuvent venir entretenir leur voiture ou leur moto toute l'année. Vous prenez un abonnement, vous avez accès à une partie de l'atelier en illimité, du mardi au dimanche de 10h à 20h. Donc tout ce qui est machine à pneus, équilibreuse, banc de géométrie, valise diagnostic, espace de travail partagé, ça c'est illimité. Et puis il n'y a que les heures de pont qui sont soumises à organisation. Et donc pour ça on a différentes formules avec plus ou moins d'heures de pont à consommer dans l'année. Et ça permet de répondre à tout type de projet, que ce soit des petites réparations, des grosses réparations, de la restauration de véhicules, de la préparation de véhicules pour le circuit. Voilà, on est capable de tout faire. Pour moins de 30 € par mois pour une voiture et 20 € pour une moto, le Méca Club est surtout un lieu d'échange et de partage autour de la mécanique, destiné à tous les passionnés, quel que soit leur niveau. 90% de nos clients, c'est des novices. Pour la plupart, ils n'ont même jamais encore monté un véhicule sur un pont. Donc on leur apprend à mettre déjà un véhicule sur un pont en sécurité et ensuite de faire des vidanges, des plaquettes. L'autre niveau, c'est les pneus, la géométrie. Et puis on avance comme ça, step by step. Comme dans une salle de sport, on a des coachs, donc ils sont 4, et du coup, ça permet de les accompagner dans tout ce qui est ensuite distribution, embrayage. Le but, il suffit d'avoir l'envie, et ensuite, c'est du temps, de la patience, et puis du plaisir, en fin de compte, tout simplement. Venir au Méca Club pour le plaisir, c'est le cas de Thierry, un ancien mécanicien auto. Tout le monde se donne un petit peu des ficelles, on ne connaît pas spécialement toutes les voitures par cœur, donc il y a toujours des gens qui ont rencontré des galères et qui connaissent, donc tout le monde s'échange. Avec plus de 200 membres ici à Saint-Ouen-l'Aumône, le concept de self-garage connecté est en plein boom. Anthony souhaite lancer 2 nouveaux projets de Méca Club dans le sud francilien et à Bordeaux. Voilà, plutôt que de couper du bois pour le transformer en meuble, l'Écolab Némelon de Grenoble s'est lancé dans un défi un peu dingue, faire pousser des meubles. 4 ans après leur plantation, les tabourets du jardin de Lughes ont été récoltés. Pour Télé Grenoble, Jérémy Pinard a visité cette usine naturelle. Regardez. Au jardin de Lughes, c'est l'heure de récolter ces tabourets. 4 ans après, l'association Néméton arrive à terme, ou presque, de son projet appelé le tree shaping. Le concept est simple, guider la croissance d'un arbre pour qu'il prenne la forme que l'on souhaite. Alors là, ils y sont plus, mais pendant plusieurs années, il y avait tout un jeu de tuteurs qui nous a permis de guider les Paulownias au fur et à mesure qu'ils poussaient le long des tuteurs. Réputé pour sa croissance rapide, le Paulownia est un grand consommateur de CO2. Il fixe aussi très bien l'azote dans le sol. Un peu la possibilité de faire du mobilier qui consommerait plus de CO2 que ce qu'il en rejette en étant produit. Si l'expérimentation scientifique est intéressante, faire pousser des arbres en forme de mobilier peut faire ressortir en chacun de nous un merveilleux monde enfantin.
Mais moi, quand j'ai dit à tous mes amis qui me disaient « Tu fais quoi ces derniers temps ?» Je leur dis « Écoutez, moi je vais récolter des tabourets. » À chaque fois, j'avoue que à chaque fois c'était « Quoi ? Mais attends, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Et voilà, et là, t'as l'impression de raconter une histoire de fou. Une fois récoltés, les tabourets sont stockés tout l'hiver pour sécher. Une résine sera coulée pour constituer l'assise et les pieds seront retravaillés pour assurer une stabilité. L'association Nemeton part vers d'autres aventures, d'autres gros projets qu'on a à gérer. Donc pour l'instant, on ne va pas continuer les expérimentations de ce côté-là, mais peut-être que ça reprendra un jour. L'association se concentre sur son projet de Biolab, un laboratoire collaboratif pour la transition écologique. Quant à eux, les tabourets, une fois finis, seront installés sur la terrasse du Bar Radis à Grenoble. Ouvrons maintenant une large page de ce grand JT consacré à notre patrimoine. Dans la Sarthe, je vous propose de découvrir, grâce à Enzo Maubert pour LMTV, ce petit musée peu connu et qui pourtant existe depuis plus de 20 ans. À Pruillier-l'Aiguillé, une poignée de bénévoles s'active pour sauvegarder outils et machines d'époque. Une manière pour eux de sauvegarder le savoir-faire de nos ancêtres. C'est un endroit où la rouille raconte l'histoire, celle de nos aïeux jadis briquetiers, tonneliers ou sabotiers. Là, on a 2 énormes machines en fonte qui ont permis, au début 20e, là encore, de fabriquer de façon mécanisée ce que nos anciens faisaient à la main avec des outils différents. Tout en bois. Voilà 20 ans que Richard et d'autres bénévoles ont fondé ce musée en hommage au métier d'antan. La première chose, c'est sauver la mémoire. Et pour sauver la mémoire, eh bien, l'outil, la machine, l'instrument, c'est fondamental. On a trop d'outils qui sont partis à la ferraille, de bois qui ont été brûlés. Donc là, on est dans un lieu de mémoire, un lieu de sauvegarde. Effectivement. Des milliers d'outils, bien souvent donnés, parfois restaurés, témoins de savoir-faire implantés en Sarthe, comme la fabrique de bardage. Tout simplement témoins d'une époque et d'un quotidien. On a des pièges pour prendre les taupes, on a la cisaille pour tailler la haie, on a aussi les accessoires de la cheminée, on a des trépieds. C'est à l'occasion du départ d'un paysan, quand il part à la retraite, il y a toujours du fourbi. Alors justement, le fourbi, c'est ce qui nous intéresse. Ce sont des outils souvent anciens, ils sont même parfois cassés, il manque un manche, etc. Ils ne servent plus à personne. Mais ils vont garder un intérêt pour nous, ils vont être la matière de notre musée. Un musée en recherche de bénévoles et notamment de jeunes, car faire vivre ce patrimoine demande du temps. Les visites se font sur rendez-vous à Pruillier-l'Aiguillé. En Ille-et-Vilaine, des passionnés de la cité épiscopale de Dol de Bretagne et de son histoire se sont lancés dans la réalisation d'une maquette gigantesque afin de reproduire la ville telle qu'elle était au XVIIe siècle en s'appuyant sur les archives de cette ville. Et ce n'est pas une mince affaire, vous allez le voir, tant sur l'aspect technique que sur le plan historique. C'est un reportage de notre partenaire TVR à Rennes. Visiter sa ville à l'échelle 1/120e, ce n'est pas donné à tout le monde et le projet est vite devenu un lieu de rencontre et d'ateliers manuels surtout, car il faut assembler, enduire, poncer, peindre et décorer la centaine de maisons et de bâtiments historiques. Alors là, je suis en train d'enduire les murs d'une maison que l'on dit lambda, parce qu'elle n'a rien de spécifique par rapport aux maisons historiques. J'ai entendu parler du projet, j'ai trouvé que c'était un projet magnifique et j'avais vraiment envie d'y participer. 6 mètres par 3, c'est la taille que fera la maquette intramuros de Dol de Bretagne et c'est assez unique, différentes techniques sont utilisées par les bénévoles, comme l'impression 3D pour la cathédrale. Le meilleur exemple, le voici. Vous voyez, les arcades sont faites en impression 3D et les bâtiments, eux, sont faits en découpage laser. Nous avons une collaboration entre du maquettisme de base et du maquettisme des temps modernes. L'association d'histoire et du patrimoine du pays de Dol a choisi de représenter la ville sous son meilleur jour au XVIIe siècle. C'est une période qui présente tous les bâtiments essentiels de la ville de Dol à cette époque-là. On y retrouve les remparts, la cathédrale, l'église Notre-Dame, les halles, les maisons à pans de bois. C'est vraiment tout un patrimoine qui aujourd'hui, pour la majorité, a disparu. Cette maquette, en fait, ça permet de retranscrire l'histoire de cette ville depuis le VIe siècle jusqu'au XVIIe. Le travail d'orfèvre ne fait que commencer. Des mois de construction attendent encore les maquettistes passionnés.
Après plus d'1 an de fermeture et une campagne de travaux de rénovation et d'amélioration, le château de Montron-les-Bains a pu abaisser de nouveau son pont-levis au public. Désormais, des activités interactives dernier cri sont possibles dans le musée et des tablettes permettent de visualiser en réalité augmentée à quoi ressemblait ce château de la Loire à l'époque médiévale. Pour TL7, Marie-Lise Pariot vous sert de guide. Regardez. Rendez-vous dans un lieu magique, plein d'histoires, de cap et d'épée. À Montrond-les-Bains, le château fort domine la plaine. Les visiteurs peuvent à nouveau se plonger dans les époques médiévales et Renaissance, les 2 périodes qui ont marqué Montrond-le-Fort. Avant de découvrir les nouveautés du château fermé pendant 1 an pour des rénovations, il faut passer par le musée, qui a lui aussi bénéficié d'un coup de jeune. Pratiquement toute la visite est ludique, en particulier pour les enfants. Il y a le jeu du moulin qui est ici. Et donc là, les gens, on a 2 tabourets parce qu'ils peuvent essayer et jouer. Ils ont la règle qui est juste à côté. Les restaurations du château étaient nécessaires. Une bonne partie du budget total des 1 500 000 € a été attribuée à la sécurité afin de consolider l'infrastructure ou de rénover les pierres. Oui, il y a eu plusieurs travaux de restauration. Il y a eu notamment donc, la rase des remparts qui a été entièrement retravaillée. On voit il y a une petite différence de couleur. Et dès les portes du donjon passé, l'ambiance du Moyen-Âge s'installe. Le donjon a été entièrement repensé. Il est maintenant tout réhabilité comme un logis seigneurial. Donc il y a 3 espaces qui ont été remeublés. Le mobilier en bois a été construit par le président de la troupe médiévale de l'Ost du Phénix, un artisan forésien. Et la grande nouveauté de la visite, c'est cette tablette, munie d'une application de réalité augmentée. Grâce à elle, le château en ruine se reconstruit. On est tous très heureux de pouvoir accueillir de nouveau du public dans le château, tout public en plus, que ce soit des enfants jusqu'aux adultes. Et puis de revoir ce château revivre, pour nous c'est une victoire aussi. Exactement 500 ans après le mariage d'Artaud et Marguerite, illustres personnages ayant vécu au château, ils se tournent vers l'avenir avec des événements comme la fête médiévale le 5 et 6 août et des activités tout l'été. Nous allons réfléchir pour l'année prochaine à une saison culturelle avec du théâtre, de la musique et puis bien sûr pour continuer à attirer du public, il faut qu'on se renouvelle constamment. Donc on commence déjà à penser dans un coin de notre tête aux futures expositions temporaires, à avoir toujours quelque chose de nouveau à proposer. 1200 personnes ont déjà visité le nouveau château. Ils n'ont croisé ni fantômes ni squelettes, du fin fond des caves jusqu'en haut du donjon, à nouveau accessible. L'an passé, avec leur club de Montpellier, Félix et Alexis Lebrun étaient encore pensionnaires de 2e division du championnat de France de tennis de table. En quelques mois, les 2 frères, âgés de 17 et 20 ans, sont devenus de véritables stars reconnus du milieu du ping, comme on dit, et de sérieux candidats à une ou plusieurs médailles lors des prochains Jeux Olympiques de Paris. Regardez ce reportage. Au moment de notre tournage, Félix Lebrun est annoncé comme le 9e meilleur joueur du monde. Un rang qu'il obtient juste après avoir remporté son tout premier titre majeur à Antalya en Turquie. 1 mois après, le plus jeune de la fratrie Lebrun campe à la 8e place. Une performance XXL pour celui qui, à 17 ans, devient le 3e plus jeune joueur à intégrer le top 10 mondial. C'est seulement le 4e de l'histoire en France à avoir fait ça, après Secrétin, Gatien et Gauzy. Donc c'est forcément exceptionnel. C'est le premier à cet âge-là en France. Maintenant, connaissant Félix un petit peu maintenant quand même. Et puis tout ce temps, il ne veut pas s'arrêter là. Donc c'est une très belle étape, mais il faut continuer. À 8 mois des Jeux Olympiques de Paris, Félix et son frère Alexis changent de dimension. Ce soir-là, pour un match de tennis de table à Montpellier, plusieurs médias nationaux sont présents. Des caméras, une salle remplie, voilà l'effet Lebrun à Montpellier et Nîmes depuis les dernières médailles d'or et de bronze aux Jeux européens. Je trouve ça sympa, ça fait un peu comme une équipe de foot là. Il y a des médias autour de nous, franchement c'est cool, si ça peut aider à médiatiser un peu le sport, le tennis de table, donc franchement c'est super et on le prend avec plaisir. Allez mon frère, allez gars, allez. Sur cette semaine de championnat, c'est Félix qui démarre le match. Alexis vient en second confirmer le premier point derrière la rencontre de Félix. Partenaires en club, pairs en double, rivaux en simple, Alexis et Félix Lebrun évoluent côte à côte tout en étant adversaires.
Ils ont une rivalité qui est extrêmement saine. Ils cèdent plus qu'une rivalité et ils cèdent et je dirais même ils s'aiment. En tribune, les parents des deux frères suivent cela de très près car le ping, c'est une histoire de famille chez les Lebrun. Stéphane le père aux commentaires ce soir-là, Dominique la mère qui a demandé un mi-temps à son travail cette année. Du temps pour gérer l'effervescence autour de ses enfants dont le rêve de Jeux Olympiques pourrait se réaliser cet été. Oui, ils ont l'objectif des Jeux Olympiques et de la qualification. Je pense qu'ils seront vraiment contents. Et je pense qu'on ouvrira une bonne bouteille de chambre quand on aura vraiment la qualification. Alexis et Félix Lebrun ont encore des étapes à passer. Objectif, engranger les points pour réaliser leur rêve d'olympisme. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir.